Bonjour et bienvenue à vous. Vous êtes bien dans votre émission Bonjour d'Algérie. Que vous soyez ici à Alger ou ailleurs, je vous souhaite bien le bonjour. Et au programme ce matin, comme d'habitude, nous avons plein de choses à vous proposer. Et nous commencerons par Ahmed Grega Hassan. Il nous parlera aujourd'hui d'un personnage qui a marqué son histoire. En fait, on parlera de Reda Houhou. Et ensuite, nous irons à la découverte d'un métier passionnant qui est guide. En fait, Salim Tayeb Sabour, lui, nous parlera un petit peu de sa passion, de son travail et surtout être guide au quotidien. Et en Algérie, il nous donnera tous les détails. Et ensuite, nous parlerons de prêt-à-porter, nous parlerons de mode. Nous recevrons la styliste Yasmine Guedouche, donc créatrice de mode. Elle nous parlera donc de ce métier qu'elle a découvert, on va dire, assez tardivement. Et après avoir, on va dire, fait un choix dans un domaine, on verra comment qu'elle a fait une reconversion professionnelle. Et bien entendu, Samira Hadjamar, elle nous emmènera à la découverte de Morad Raïs. On saura tout sur ce personnage. Voilà, j'espère que le programme qu'on vous a préparé ce matin va vous plaire. Et nous commençons bien entendu toujours dans la bonne humeur avec une chanson de Zaki Mihoub. Donc c'est une reprise de Cheb Hasni Allah Yarhamou.
Voilà, et pendant ce temps-là, m'a rejoint Ahmed Geriga-Hassan. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Alhamdulillah, Allah يسلمك. Bien. Allah يسلمك. Ça va, alhamdulillah. Allah يسلمك. Alhamdulillah. Bonjour à tous les téléspectateurs. Naharakoum Barouk. Dis-nous, tu nous parles de quel personnage ce matin? Exactement, on va parler d'un bonhomme qui est assez connu, de toute façon, il faut le dire, parce qu'il est assez célèbre, parce que vraiment sa disparition a marqué l'Algérie à l'époque. Il est décédé, Rabbi Yarhamou, en pleine révolution, en 1956, il a été assassiné. Donc, même sa sépulture n'a pu se faire que bien après, parce qu'il a été enterré dans une fosse commune. C'est l'un des assassinats qui ne font pas honneur à la France, parce que c'était un homme de culture, il était juste enseignant. Mais ils se sont juste vengés, bon, voilà, comme d'habitude. Beaucoup de crimes crapuleux. Voilà, exactement. Oui. Parce qu'il est né dans la région de Biskra, à Sidi Ourba, donc la ville de Sidi Ourba Ben Nafeh, le Fatih du Maghreb. Donc c'est lui qui a vraiment enraciné le Maghreb dans la culture islamique. Donc il est né dans une famille traditionnelle. Elle était un peu plus ou moins aisée comparée aux autres familles du village. C'était une famille de renom, une famille de savoir. Il y avait même un autre intellectuel de la famille, l'Azouzi Houhou, je ne sais pas, peut-être c'était son cousin. Mais donc c'était des lettrés, c'était des gens lettrés, des gens qui s'intéressaient. Son père, quand il était Cheikh al-Baladia, donc il était un peu responsable du village. Donc il a commencé ses études, il a fait ses études en parallèle parce qu'il n'avait pas le choix. Au début, on commence par l'école coranique à partir de 4-5 ans, donc il commence. Et puis à 6 ans, donc il rentre à l'école française. Il faut dire qu'ils étaient chanceux d'avoir une école française à laquelle ils avaient aussi accès, parce que ce n'était pas le cas de tout le monde. Donc, et là, c'était dur pour les petits, parce qu'ils devaient se réveiller très tôt le matin, au moment du Fajr, pour faire la prière, partir à la mosquée, apprendre le Coran, sortir, revenir en courant à la maison, manger quelque chose, et puis tout de suite rejoindre l'école, repartir à l'école. Donc c'était un régime très difficile pour les petits, mais quand même il a pu terminer ses études comme ça, donc des études parallèles. Il a eu sa 6e, et bien sûr pour aller au CEM, il n'y avait pas de collège. Oui, ils étaient très loin généralement. Il est parti à Skikda. D'accord. Vraiment très loin. Donc il est parti très très loin. C'était chose très commune en fait. Exactement. Généralement, le plus souvent en fait, c'était les garçons qui pouvaient partir comme ça dans des grandes villes. C'était la séparation parce que c'était des petits, ils avaient à peine 12-13 ans. Donc imagine, oui, c'est très jeune. 12-13 ans, donc il a comme dirait l'autre, sa valise en carton, donc avec toutes ses affaires et il passait. C'est un déchirement quand même. C'est un déchirement et c'est un éloignement terrible. Il est tout petit, donc il a besoin de ses parents, il a besoin de sa maman. Mais il part parce qu'il faut dire que les Algériens naissaient adultes à l'époque coloniale. Donc à 4-5 ans, ils commençaient à travailler, à aider leurs parents. Ils vivaient la misère, donc c'était pas simple. Donc ils étaient déjà adultes avant l'âge. Exactement, bien avant l'âge. Donc une fois à Skikda, là, ils découvrent les deux régimes parce qu'en fait, en Algérie, à l'époque, il y avait le régime pour les Français, il y avait les communes mixtes, parce qu'il y avait les deux populations. Il y avait aussi, au Sahara, c'était le régime militaire. Donc, c'était vraiment les militaires qui contrôlaient tout. Donc, les gens étaient brimés sous cette... Donc, il y a le colonialisme, il y a le régime militaire en plus. Et donc, là, il ouvre ses yeux, il voit la différence entre une ville côtière comme Skikda, où il y avait des Européens qui avaient leurs facilités, il y a le port, il y a plein de choses. Donc, tout un mode de vie complètement différent de ce qu'il connaissait lui, qui venait du sud. Donc c'est le Sahara avec ses oasis. Déjà rien que la découverte de la mer, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est impressionnant pour un enfant de 12 ans. C'est tout à fait normal qu'il devienne un homme de lettres, qu'il s'intéresse à la description, qu'il invente des styles, qu'il devient un romancier par la suite. Et puis à un certain moment, donc, il était même marié, donc après à 28 ans, il est revenu chez lui parce que après il n'a pas pu accéder au secondaire, mais il est revenu chez lui, il a travaillé à la poste.
C'était une vie qui allait devenir comme ça, donc un postier dans une poste perdue. Une petite vie toute simple, ordinaire. Une vie dans un village. À un certain moment, son père, qui était Cheikh al-Qaria, donc il a eu un problème avec son responsable hiérarchique, et il décide de quitter. Donc en 1934, le père décide de prendre sa famille et de partir, de s'éloigner le plus loin possible. Il a invoqué la raison du pèlerinage, le Hajj. Il prend sa famille et il s'exile, il part donc pour s'installer à Médine, parce que c'est vraiment la ville du prophète alayhi salatu salam. Donc les gens aimaient bien être tout près, le plus loin possible du Gaouri, qu'il est brimé, le plus près possible de la source de l'islam, de la lumière islamique. Donc il s'installe à Médine. Et là, donc, il trouve une autre ambiance, parce que c'est différent, le monde arabe à l'époque, le Moyen-Orient. Donc il y avait d'autres questions qui se posaient. Il y avait le nationalisme naissant, il y avait l'imprimerie qui s'installait, le journalisme, il y avait plein de choses. Donc là, il ouvre ses yeux à de nouvelles choses. Il termine ses études dans un institut de sciences islamiques. Il termine ses études et il commence à travailler. Donc au début, il revient à son métier, il est à la poste. Et il commence à écrire des articles dans les journaux. Il participe même à des journaux. Donc c'est une autre vie qui commence. Et à un certain moment, donc, il voit que son rôle, son élément à lui, donc sa vraie vie, c'est chez lui. Il décide de revenir en Algérie pendant les années 40. Il revient. Il s'installe à Constantine. Il ne revient pas à Sidi Ourba, mais il va à Constantine. Il intègre le mouvement de Jamaïat al-Ulama, parce que il y avait Ben Badi Sarbi, il venait de décéder dans quelques années. Lui, il est revenu en 44-45. Donc, il a même été bloqué en Égypte parce qu'il n'y avait pas de bateau, parce que la guerre. Juste après la guerre, le transport maritime n'avait pas repris comme il se doit. Donc, il y avait plein de turbulences, donc il y avait plein de problèmes. Donc il est resté un mois à attendre un bateau qu'il revienne. Et donc quand le bateau est venu de France, il allait en France, donc d'Égypte, il part en France. Donc c'est tout un périple en fait, exactement, tout un périple pour le rentrer. retour. Donc là, il visite Marseille, je crois, il s'installe quelque temps, le temps de trouver un bateau, de revenir en Algérie, puis s'installer à Constantine. Et là, c'est une nouvelle vie qui commence pour lui. Donc là, il est tout à fait dans son élément. Il commence l'enseignement à travers Jamaïat al-Ulama, donc les douros, le mouvement, et puis surtout la vie la vie journalistique. Donc il crée un journal, donc Shu'ala, avec ses amis. C'est le journal des jeunes de Jamaïat al-Ulama. Il rédige dans le Basaïr, dans les journaux connus de l'Jamaïa. Et puis il a d'autres intérêts. Donc il publie un roman qu'il avait rédigé quand il était au Hijaz. Et c'est son premier. Il avait commencé au Hijaz. Au Hijaz. Donc, son premier roman, c'est sur la vie d'une nomade qui vivait dans le Hijaz, Rada al-Qura. Donc, c'est la vie de la femme. Il était vraiment touché par la condition féminine. Donc, ça revenait souvent. Donc, il disait que même chez nous, on n'a pas de femmes parce qu'elles sont analphabètes, elles n'ont pas de culture. Donc, c'est juste si on avait un employé de maison. Donc il le disait aussi crûment que ça. Donc, ça le touchait. Donc, il avait cette vision claire sur ces inégalités. Voilà, donc ces inégalités. Donc, il voulait, c'est un militant de la cause féminine à sa façon, bien sûr, dans un cadre très particulier. Et ça se balançait, son travail se balançait, il avait les deux styles. Il avait le sérieux, mais il avait aussi beaucoup de satire, donc il utilisait aussi un style satirique. Donc il a écrit Ma Himar al-Hakim. Himar al-Hakim, c'est une réplique un peu à Tawfiq al-Hakim, qui a écrit un roman. Donc Tawfiq al-Hakim qui a eu le prix Nobel de littérature. Donc à l'époque, il avait publié un roman qu'il a appelé Qalali Himari. Lui, il écrit un roman comme si il est tombé, il allait dormir, il y a un songe qui le prend, et puis il rencontre le Himar de Tawfiq al-Hakim. Donc il y a un dialogue qui s'établit entre eux. Donc il y a beaucoup de satire. Donc ne me pose pas cette question parce que il lui dit oui, est-ce que vous avez des ânes chez vous? Il lui dit il n'y a que ça.
Donc tout comme Apulé de Mador. Au début, j'ai cru que c'était une réplique, oui. mais bien sûr, c'est dans le même style. Un peu, c'était cette espèce de questionnement intérieur, toutes ces questions. Dans une philosophie qu'on met un peu dans la bouche d'un âne, et ça devient un peu très humoristique, mais c'est quand même des flèches qu'il envoie aussi à la société. En fait, c'est plus facile peut-être de faire parler un animal, et voilà, exactement. Donc, et puis, donc, il s'intéresse aussi aux gens qu'il a connus. Donc, il écrit Shakhsiyat min al-Waqi' ou je ne sais plus. Donc, c'est vraiment la description de la société. Namadij Bashariya, c'est exactement. C'est comment on peut traduire ça, des modèles humains. Des modèles humains, oui, voilà. Des personnalités peut-être multiples, voilà. Exactement. Donc, il décrit, donc, c'est un conte, une histoire pour chaque personnalité qu'il tire de la réalité. Donc, il décrit donc, les péripéties de ces gens qui vivent dans une société maltraitée, dans une société qui souffre, dans une société qui se cherche. Opprimée. Exactement. Donc, et ça, heureusement qu'à la fin, donc, il y a même des enseignants, je crois que c'est des universitaires, qui sont partis collecter tous les travaux de Reda Houhou. Donc, c'est 4 tomes quand même. Donc, l'Amal Kamil l'Ahmed Reda Houhou. Parce qu'il n'y a pas que les romans, donc il a travaillé, il y a la partie roman, il y a la partie article journalistique, il y a aussi de la poésie, donc dans les deux styles, donc style arabe classique et style melhoun aussi. D'accord. Et il a aussi écrit des pièces de théâtre. Donc il avait aussi une troupe de théâtre aussi, donc à Constantine. Il était un peu dans le marketing parce que entre une représentation et une autre, il changeait le titre. Donc il ne fallait pas reproduire la même pièce avec le même titre. Mais en fait, c'était la même pièce, mais juste avec des titres différents. Donc ils ajustaient un peu avec des titres différents pour attirer le public. Donc voilà, il a fait de tout. Pratiquement, c'est un nombre de lettres complet. Sahibat al-Wahi. Sahibat al-Wahi. Ça, je ne l'ai pas vu, donc je ne connais pas le contenu de Sahibat al-Wahi et je ne vais pas m'aventurer à avis aux amoureux, pourquoi pas. Allez, à revenir, il y a aussi, il a fait de la traduction aussi, donc surtout du français vers l'arabe quand il était à Médine, donc dans le journal où il travaillait. Donc il a fait beaucoup de traductions parce qu'il maîtrisait la langue. La maîtrise des deux langues, donc voilà, bilingue. Exactement. Et là, donc, on se demande, dans la question, et je pense qu'elle est légitime, est-ce qu'il n'aurait pas rédigé quelque chose en français directement? Voilà. Donc, alors, je me pose la question, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être que c'est sa famille qui pourrait le dire, qui pourrait répondre. Mais bon, vu les conditions dans lesquelles il est décédé, parce qu'il a été pris de chez lui, donc torturé, donc on imagine qu'est-ce qu'ils ont fait de la maison. Donc on n'a pas eu le temps ni d'avoir. Oui, parce qu'il n'avait rien à voir, parce que c'est juste que il y avait le commissaire qui torturait les Algériens, donc et il a payé pour ce qu'il a fait, il a été liquidé, il a été abattu, donc ils sont revenus. Il a même été averti un an avant ça. Il avait quel âge le jour où il a été assassiné? Il est décédé, il avait 46 ans. C'était très jeune. En 1910 et il est décédé en 1956. Il était très jeune. Enfin, jeune, c'était le moment où il allait donner le plus. Voilà, exactement. C'était quand même la fleur, ça reste la fleur de l'âge aussi. Exactement, il avait toutes donc il a été ravi à l'Algérie, comme tous les intellectuels qui ont été tués. Donc on a Benzer Djoub, on a Ali Boumendjel, on a Mouloud Ferroun, on a plein de noms comme ça qui sont partis en martyrs. Donc voilà, Rabbi yarhamhum. Allah yarham shuhada. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, c'était passionnant de découvrir il a une vie très courte quand même de Reda Houhou, mais très prolifique. Exactement. Voilà, j'espère que vous aurez donné goût. En plus, c'est la saison estivale qui démarre, donc allez, un petit peu de lecture. De lecture, exactement. C'est excellent. C'est excellent pour tout, pour la santé. Il a un style très accessible. Ouais, très bien. Vous aimez la Casbah? Oui, bien sûr. Et comment? On ne peut pas. Alors, je vous propose donc de suivre un reportage de Feriel Hamdi, les heurtoirs des portes de la Casbah. Au fil de mes balades à travers les dédales de la Casbah d'Alger, je suis tombée sous le charme des portes des maisons, qui ont traversé les siècles. Mais ce qui m'a attiré le plus, c'est les différents modèles d'heurtoirs qui ornent ces portes. De véritables joyaux du patrimoine algérois.
On le retrouve un petit peu dans les palais, dans les grandes maisons, les manoirs, etc. Et bien sûr, petit à petit, il est descendu vers l'Andalousie et on le retrouve vers le 15e, 16e siècle. On retrouve un petit peu l'heurtoir mauresque, typiquement mauresque. Il y avait plusieurs modèles, mais le plus connu, c'est celui d'une main portant une pomme ou sans pomme, portant une bague ou pas. Le heurtoir, appelé à Alger nah, est une pièce de métal composée d'une partie fixe à laquelle s'agence une partie mobile, destinée à frapper sur la première pour demander l'ouverture d'une porte. Nous avons un modèle de heurtoir. Tout à l'heure, je disais que l'origine de l'heurtoir algérois vient de l'Andalousie. C'est après la chute de Grenade. Donc, les Andalous sont installés à Alger, mais pas uniquement à Alger. On le retrouve aussi à Tlemcen, on le retrouve un petit peu dans les grandes cités, les anciennes cités. Mais ici à Alger, le modèle le plus répandu, c'est le heurtoir avec une main. Mais on retrouve aussi d'autres modèles et nous avons ce modèle qui vient de la région de Tlemcen. Bien sûr, à l'origine, il est andalou, donc on le retrouve un petit peu à Tlemcen. On le retrouve aussi dans les ports de Marrakech, au Maroc, voilà. Ils sont fabriqués de différentes formes: anneaux, mains, marteaux, en fer, bronze, cuivre ou en bois. Il faut savoir que les heurtoirs sont apparus dès le XIe siècle en Europe et ont été introduits à Alger par les Andalous après la chute de Grenade au XVe siècle. Mais la forme la plus connue est celle de la main qui symbolise chez les musulmans l'accueil. Cette forme qu'on retrouve le plus souvent sur les portes de la Casbah. Plusieurs modèles existent à la Casbah, avec 3 situations constatées et 3 symboliques différentes. Monsieur Benhouhou nous en parle. D'abord, nous avons des heurtoirs où on ne trouve aucune bague. Donc la main n'a aucune bague. On appelle ça la main de Marie, Yid Maryam. Donc c'est Marie l'Adra, Maryam l'Adra, donc elle ne s'est jamais mariée, donc elle ne porte pas de bague. Ça veut dire que la maison est habitée par des chrétiens. Donc il suffit juste de regarder pour savoir que ça c'est une maison habitée par des chrétiens. Lorsque le heurtoir, la main porte une bague dans l'annulaire, comme dans ce cas-là. On appelle ça Yid Fatma. La main de Fatma, bon, Fatma, c'est la fille du prophète, elle était mariée, donc elle porte une bague. Ça veut dire que la maison est habitée par des musulmans. Et lorsque la bague se retrouve dans le majeur, donc on appelle ça la main de la juive, Yid Lihudia. Donc, si on voit la main comme ça, avec la bague ici, ça rappelle la menorah, qui est le chandelier aux 7 branches, symbole des Juifs. Donc la maison est habitée par des Juifs. Le nah ou heurtoir a donné chez les Algérois une expression drab nah que beaucoup de personnes utilisent pour demander de fermer les yeux sur quelque chose, mais sans savoir exactement le lien entre nah et fermer les yeux. Voilà, c'était un reportage de Feriel Hamdi et nous avons le plaisir, donc on continue toujours avec tout ce qui est histoire et patrimoine. On reçoit Salim Tayyib Sabour. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien et merci pour l'invitation et je salue tous les téléspectatrices et téléspectateurs de Canal Algérie. Et de Bonjour d'Algérie. Bonjour d'Algérie. Vous êtes dans l'émission, oui. On est dans l'émission de Bonjour d'Algérie. On a le plaisir donc de vous recevoir ce matin. Donc vous êtes archéologue de formation et en fait vous êtes guide
Donnez-nous exactement le titre. Guide de musées Voilà. et sites historiques et archéologiques, parce qu'il y a une spécialisation pour un petit peu venir combler, j'allais dire, pas quelque chose, parce que quand on parle de tourisme c'est un petit peu, c'est général. C'est un peu global. Si on commence à spécifier, on a le tourisme balnéaire, tourisme de montagne, tourisme, j'allais dire, tout ce qui est thermalisme et tout ce qui s'ensuit, mais on a un petit peu pas laissé, on a toujours laissé de côté tout ce qui est patrimoine archéologique. Et dans le patrimoine archéologique, on a tout ce qui est patrimoine, j'allais dire, matériel et immatériel. Donc vous, votre spécialité, c'est les musées, les sites historiques et archéologiques aussi. C'est différent quand on fait ce genre de, on va dire, ce genre de découverte. C'est beaucoup plus précis. Oui, parce que déjà au départ, il faut avoir une spécialisation. C'est-à-dire pour parler d'un site ou d'un musée, automatiquement, il y a quelques années d'études, pour ne pas être, j'allais dire, une cinquantaine d'études. Et la spécialisation, c'est 3 années. Ça peut dire c'est presque 8 ans d'études. Et à fur et à mesure, bon, il y a la théorie, mais la pratique, ça vaut encore ce qu'elle vaut. Toutes ces sorties pendant, j'allais dire, la formation et le travail, ces fouilles archéologiques sur site, quelle que soit la période et quel que soit le site, j'allais dire préhistorique. Quand dans la préhistoire, on a la période antique, l'antiquité classique et musulmane. Classique, c'est un petit peu la période romaine. Et ça nous permet, à fur et à mesure, de côtoyer d'autres, parce que ce travail-là, c'est un travail collectif. On a toujours eu ce qu'on appelle des équipes pluridisciplinaires, parce qu'un archéologue tout seul il ne peut pas réaliser un petit peu, avoir une fiche technique d'un objet ou d'un site. Il a besoin du géologue, du géomorphologue, un petit peu de l'architecte aussi pour mettre et donner un nom ou quelque chose à cet objet quand par la suite vous les trouvez au niveau des musées qui sont quelque part les vitrines des centres de recherche. Et donc vous êtes guide sur tout le territoire national. Vous avez des sites précis que vous faites visiter. On va dire, quels sont les sites les plus visités, ceux qui sont le plus demandés? On va dire, vous savez qu'on n'a pas le choix parce que chaque site a sa spécificité. Je voulais juste, quand on dit guide, c'est agréé par l'État. C'est pour ne pas entrer polémiquer, mais il y a un agrément qui a été délivré par le ministère du Tourisme, pour nous faire connaître. Mais pour les sites, si je veux vous dire que Timgad, mais on oublie Tidis aussi, qui est magnifique, qui a sa spécificité. C'est pour ça que je dis que tous les sites d'Algérie se valent par leur beauté, par un petit peu, par leur grandeur et par l'histoire aussi. Si vous prenez tous les sites romains, ils sont merveilleux. On a toujours dit après l'Italie, l'Africa Romana, on la trouve beaucoup plus en Afrique du Nord et précisément en Algérie. En Algérie, oui. Si vous faites Tidis ou Djmila ou Timgad, ils sont magnifiques, mais chacun a des spécificités, ne serait-ce que dans un petit peu, j'allais dire, le terrain. Les Djmila, elle est traversée par deux oued, Bitam et Gergour. Et si vous prenez Timgad, c'est la plaine, c'est magnifique. Tidis, qu'on appelait la petite Constantine, elle est située sur un mamelon qui domine. À partir de cette ville romaine, on peut voir l'actuelle Constantine, qui a plus de 2 500 000 ans d'existence. Vous voyez, et si on parle aussi de Tipaza, Sougahalas, tout ça, c'est beaucoup plus la période, j'allais dire, romaine. Mais si on parle de préhistoire, c'est autre chose aussi. Monsieur Sabo, je ne sais pas si vous avez remarqué ces dernières années, vraiment, c'est très récent. Donc, il y a énormément d'influenceurs étrangers qui viennent à la découverte de l'Algérie et qui proposent donc cette destination avec des découvertes, on va dire, avec leurs propres yeux. En fait, peut-être que le regard est différent du nôtre, puisqu'étant donné que nous, on y vit, on est là au quotidien, mais eux, ils arrivent vraiment à la découverte de l'Algérie et ils réussissent on va dire, à mettre comme ça en lumière tous les sites merveilleux et toute l'Algérie dans sa diversité. Oui, par exemple, on a parlé un petit peu des sites au nord, mais on a le sud aussi. Et ces gens sont émerveillés, ne serait-ce que le mythe du Grand Sud, on a un magnifique sud. J'allais dire les deux ergues occidentales et tout ça, et c'est quelque chose d'extraordinaire pour quelqu'un, j'allais dire un profane qui découvre il ne faut pas oublier que notre pays, c'est un pays continent. Et chaque région a, comme j'ai dit, sa spécificité. Et c'est pour ça qu'ils sont émerveillés, parce que un petit peu découvrir le pays par, je sais pas, par des photos et tout, mais une fois sur place, ils réalisent que c'était encore plus beau
Et en que plus, ce qu'il y a sur la photo. Ce qui est bien avec ces influenceurs, en fait, c'est quand ils viennent, ils vivent à l'algérienne. Donc, ils prennent les taxis, ils se perdent comme ça dans les rues, ils vont manger, que ce soit de la gastronomie, jusqu'on va dire aux petits, on va dire ceux qui cuisinent comme ça des plats traditionnels. Vous savez qu'il y a un grand académicien qui a dit pour aimer un pays, il faut le boire et le manger et l'entendre chanter. Quand le boire, c'est-à-dire boire, voilà, le manger, le manger, c'est-à-dire dans le sens propre et figuré, et l'entendre chanter, c'est un petit peu, c'est la rue, c'est les marchés, les gens, ils s'appellent, ils s'interpellent, appellent, tout ça c'est les chants. Et c'est ça qui fait la visite d'un pays. Et c'est ça qui fait le charme d'un pays quand on le visite. Et sans compter un petit peu ses mœurs et ses traditions. L'Algérien est de nature accueillant. Très accueillant, effectivement. Très accueillant, il regarde, sympathique, très curieux. Très sympathique. Donc, il essaye même d'aider pour valoriser déjà la destination et dire c'est pas ce que vous pensez de nous. C'est comme un petit peu l'histoire de ce pays. C'est comme les premiers, j'allais dire, orientalistes très connus comme Eugène Delacroix ou Fromentin qui ne connaissaient rien du tout, un petit peu dans l'art. Dire nord-africain, ils dessinaient des tableaux, ils imaginaient, si je peux citer un tableau qui a fait couler pas mal d'encre, c'est Eugène Delacroix, Les femmes d'Alger. Les femmes d'Alger. Mais c'est un petit peu quelque chose, mais en venant ici, il a vu que c'était pas le même teint, c'était chez nous, c'est des femmes plus ou moins un petit peu teint brun, voilà, teint un peu plus mat. À défaut de l'or, c'est l'argent, quelques tatouages par rapport à des... Et là, ils se sont rendus compte... En fait, c'était plus sorti des fois de leur imaginaire que de la réalité. Ils essayent d'imaginer, comme vous, on essaye toujours d'imaginer, mais la réalité est très frappante. Ça veut dire, mais ils sont déjà, et on s'en comptait un petit peu cet accueil et toute cette ambiance qui fait de la destination Algérie une destination qui commence un petit peu à intéresser les influenceurs et même les groupes opérateurs, parce qu'on reçoit énormément, on échange, on leur parle, on leur voit des photos. Maintenant, Internet nous a permis de s'ouvrir et les gens regardent, c'est-à-dire en direct ce qu'on fait et tout, et ils découvrent que c'est quelque chose d'extraordinaire, sans compter, parce qu'il y a les sites, il y a l'histoire dans ce pays. Si vous parlez, si je cite, en parlant de, quand on fait le site de Tipazac, c'est un site aussi merveilleux, assez vaste et tout. Et vous avez juste le à côté, contenu. vous avez juste aussi à côté Cherchel, à deux pas. Et voilà. Mais Tipazac, vous avez le contenu, le contenant. Vous avez Albert Camus. Oui. On peut faire une destination sur les traces de ce personnage, avec tout ce qu'il a laissé comme un petit peu comme endroit où il a visité, en parlant un petit peu. Il a vécu aussi. Oui, il a beaucoup vécu quand c'est là où il a écrit un petit peu les noces à Tipaza. Cette stèle que j'aimerais bien un petit peu, pas apporter une correction, mais certains disent que c'est sa tempête et tout. Lui, il est enterré à Marseille, mais c'est la stèle que son ami, lui, Benesti, qui était son ami sculpteur, a voulu la mettre là-bas pour tous ses amis qui ne pouvaient pas aller, j'allais dire, jusqu'à Marseille, se recueillir sur sa tombe. Ils allaient directement. Ça, c'est un petit détail, mais ça peut créer, j'allais dire, une destination ou une attraction touristique pour les écrivains, ceux qui suivent Camus. Ouais. L'Algérie renferme énormément de ses trésors. Donc en fait, on peut faire du tourisme de mille et une manières. Oui, mille et une manières. C'est pour ça que quand je voulais un petit peu me distinguer par rapport aux autres guides, c'est pas bon en faisant un petit peu minimiser la valeur des autres ressources, mais c'est une ressource où on tout peut, ce qu'on par peut exemple, apporter, en fait, tout ce qu'on peut apporter pour l'Algérie et pour on va dire faire découvrir l'Algérie est bon. Hein. Ouais, et à travers votre petit écran et tout, le canal Algérie est bien regardé par la diaspora algérienne à travers le monde. Et ils vont dire on a Albert Camus, on a Saint-Augustin. Bon, c'est une déformation professionnelle. C'est pour ça que je cite ces gens-là, pas au détriment des beautés balnéaires. Si j'ai parlé de Saint-Augustin, on a Annaba qui est magnifiquement belle comme ville. Mais il y a aussi ce personnage, il y a d'autres, l'architecture. On prend un petit peu les grands architectes qui ont sillonné, qui ont laissé des merveilles à nous couper le souffle aussi. Il y a quelque chose à voir de ce côté-là. Très bien. Donc, un dernier mot donc, à propos de ce beau métier que vous faites au quotidien. Bon, je m'épanouis.
Déjà, je m'épanouis parce que je le fais par plaisir. Pardon, vous avez un programme chargé pour cet été, dites-nous tout. Oui, déjà, à partir du premier jour de l'Aïd, j'étais, j'allais dire, sur les routes. Voilà, effectivement, donc il y a vraiment un retour de la diaspora qui veulent de nos jours revenir passer les fêtes, donc vivre cette ambiance et cet esprit de toutes les fêtes algériennes. Il y a ces gens-là, il y a nos Algériens à nous qui... Ce qui nous a un petit peu plus fait connaître, c'était pendant le Covid, où les Algériens ont redécouvert leur pays. Parce qu'ils ne pouvaient pas, c'était le Covid, c'est la pandémie qui interdisait un petit peu, obligeait les gens de rester, passer leurs vacances en Algérie. Ça nous a contraints à aller, nous aussi, visiter notre pays. J'ai eu beaucoup de familles algériennes qui ont visité avec moi, qui sont sorties, ils ont découvert et tout. Ils disaient, mais c'est incroyable, on a un beau pays, mais c'est comme cette citation, c'est les intimes qu'on ne connaît pas bien, c'est-à-dire c'est le plus proche de nous qu'on ne connaît pas réellement. Mais avec le Covid, nous a permis un petit peu à nos concitoyens de découvrir le pays et d'une autre manière. Et en ce moment, on reçoit énormément, pour ne pas dire de nostalgique, les gens qui sont nés, où ils ont vécu, ils ont un lien avec l'Algérie, qui reviennent sur leurs traces. Et on essaie de combiner les deux, redécouvrir, visiter le pays et aussi leur faire plaisir de retrouver les liens avec ce pays-là. Merci beaucoup, donc Monsieur Saber, de nous avoir fait voyager avec vous et nous avoir fait surtout redécouvrir tous ces lieux. En tout cas, moi, je vous propose de voyager avec moi, donc pas très loin, puisque je vous propose d'aller à Ouargla à la rencontre de Farhat Mouzaoui. Donc, il a rencontré une dentiste et il nous parle du blanchiment des dents. Voilà. Bonjour Alger, bonjour à vous chers téléspectateurs depuis la station régionale de Ouargla. Aujourd'hui on parlera des dents et plus précisément du blanchiment dentaire. Donc avoir les dents blanches et bien entretenues, c'est toujours l'idéal et ce n'est pas toujours le cas de beaucoup de gens. Donc on fait recours à toutes sortes de traitements pour blanchir ces dents. Toutefois, ce blanchiment, comme va nous l'expliquer le docteur Sarah Yasmine Stambouli, n'est pas toujours sans risque. Bonjour Madame Sarah et bienvenue dans notre émission de Bonjour d'Algérie. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est le mien, merci. Donc, avant de parler du blanchiment dentaire, présentez-nous un petit peu l'ensemble des dents et leurs catégories. Donc, pour commencer, une dent, elle est considérée comme un organe du corps humain. Oui. On a 32 dents qui sont au début lactéales, les dites dents de lait, et ensuite, c'est les dents permanentes qui s'installent, qui finissent leur installation à l'âge de 12 ans, à l'exception des dents de sagesse qui peuvent aller jusqu'à 30 ans. Une dent, elle est constituée de parties visibles, qui est l'émail, qui est translucide. Et ensuite, en dessous, on a la dentine, qui a une couleur jaune ivoirée, ce qui donne la teinte de la dent. Oui. Donc, est-ce que concernant le phénomène du jaunissement, est-ce que c'est une carence ou un excès d'éléments ? Ça peut être une carence dans certains facteurs, certaines matières, et ça peut être un excès. Donc, c'est beaucoup plus héréditaire ou acquis, et non pas carence ou excès. Héréditaire, c'est dû à l'amincissement et la fine couche de l'émail. C'est ce qui laisse apparaître la dentine. On a aussi la consommation de certains médicaments au cours de la grossesse de la maman, qui peut affecter la teinte des dents. On a aussi la fluorose, l'ingestion du fluor excessive. En ce qui concerne les causes acquises, c'est la consommation du tabac, de café, des colorants, du soda, etc. C'est ce qui cause le jaunissement. D'accord. Concernant le fluor, la plupart normalement des dentifrices contient une certaine concentration de fluor. Mais c'est des doses bien étudiées. On parle du fluor consommé dans l'eau, surtout dans le sud algérien. D'accord. D'ailleurs, on a tendance de voir beaucoup de gens au sud qui ont ce problème-là. Exactement. Est-ce que le thé, concernant le thé, cause ce problème de jaunissement dentaire? Oui, bien sûr, parce que ça contient du caféine. C'est un facteur à haut risque. Oui, pour le jaunissement dentaire. Et concernant l'âge, l'âge où commence ce problème-là à apparaître chez l'enfant? Bon, ce n'est pas relié à un âge bien précis, c'est dû au vieillissement des tissus dentaires. Donc ça s'installe tout au long de la vie de la dent.
Ça ne commence pas à partir d'un certain âge, d'un âge bien précis. Mais c'est un phénomène de vieillissement. D'accord. Est-ce qu'il y a des traitements que vous proposez comme dentiste dans votre cabinet? Est-ce que vous avez des conseils pour un petit peu entretenir ces dents et tout? Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux téléspectateurs? On a des solutions curatives et préventives. Parlons du curatif, c'est le blanchiment dentaire. Oui. Ou bien plus correctement, c'est l'éclaircissement dentaire. Préventif, avoir une bonne hygiène de vie, éviter la consommation du soda, tabac, alcool, caféine, ou bien la surconsommation de ces produits, avoir une bonne hygiène dentaire, une bonne alimentation, etc., un contrôle régulier chez le dentiste, tout ça peut entretenir les dents. En ce qui concerne le blanchiment, on doit bien d'abord poser le diagnostic que cette personne ou ce malade a besoin vraiment de blanchiment. Parfois, un simple détartrage suffit pour éliminer les dépôts de tabac, de caféine, etc. D'accord. Et quelle est la procédure pour savoir est-ce qu'un patient a besoin du blanchiment dentaire ou non? Il faut juste passer en consultation. D'accord. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des personnes auxquelles vous déconseillez ce blanchiment? Oui, les personnes qui ont une hypersensibilité des dents, une sensibilité excessive, les personnes qui ont une dénudation des racines, une gencive trop enflammée, tout ça contre-indique le blanchiment. Oui, et concernant les types de blanchiment dentaire, quels sont les types du blanchiment dentaire? On a deux types de blanchiment. Un blanchiment qui se fait sur fauteuil, au cabinet. On a le patient sur fauteuil, on applique et on contrôle à chaque fois jusqu'à arriver au résultat désiré par le patient. On a un deuxième type de blanchiment qui est dit le blanchiment ambulatoire. Le patient se fait livrer des gouttières personnalisées pour y mettre le produit et il va appliquer le produit chez soi, à domicile. C'est lui qui va mettre le produit dans les gouttières et les porter pendant un temps bien calculé. Donc c'est vous qui un petit peu... Oui, on lui explique le protocole, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, surtout par exemple, il y a un protocole à suivre. Si on fait, ou là on compte faire un blanchiment, on ne peut pas consommer tout ce qui est colorant, caféine, tabac, etc. Parce que les dents deviennent plus sensibles à ces agents-là. Donc, au lieu de blanchir ou éclaircir les dents, on va nuire aux dents parce que elles sont plus sensibles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le processus de blanchiment est-ce que vous l'appliquez dans votre cabinet? Oui. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment ça se passe, ce blanchiment-là? D'abord, avant de faire le blanchiment, on doit faire un détartrage, on doit avoir des dents propres, une gencive saine, avant d'appliquer tout, parce que après tout, c'est un produit chimique. Oui. D'accord, c'est bien étudié, c'est des doses bien calculées, etc., mais ça reste un produit chimique. Donc, on ne va pas le mettre sur une gencive enflammée, on ne va pas le mettre sur une dent qui n'est pas propre, qui contient des dépôts tartriques, du tartre. Oui. Donc, on doit d'abord faire un détartrage, faire une consultation, ensuite un détartrage, etc. Ensuite, on va appliquer le blanchiment qui consiste à mettre un produit sur la surface dentaire et on l'active avec une lampe ultraviolet pour accélérer le processus. Après chaque 20-30 minutes, on s'arrête, on vérifie la teinte, le résultat, si ça satisfait le patient ou pas. Donc, vous l'appliquez sur plusieurs étapes. Voilà. Donc, jusqu'à combien d'étapes peut arriver un blanchiment? 3 maximum. Ouais, mais parce que je sais bien que l'appareil déjà ultraviolet, c'est très très chaud normalement. Oui, c'est chaud, c'est la lumière condensée. Oui. C'est chaud, oui. Est-ce que ça fait mal? Une sensibilité beaucoup plus qu'une douleur. Et le détartrage? Je ne vais pas vous mentir. Oui, ça fait un peu mal. Ouais. Quels sont les risques du blanchiment dentaire?
Il n'y a pas vraiment un risque si c'est bien fait, si c'est fait chez un dentiste, dans un cabinet dentaire, et non pas chez une esthéticienne. C'est surtout aussi les produits qui se vendent aux cosmétiques, qui sont destinés pour blanchir les dents. Donc, c'est vraiment nocif. Déjà, le patient il va les utiliser pour blanchir ou bien éclaircir ses dents, mais il va finir avec des dents, une hypersensibilité, des dents jaunes, des dents très sensibles, des dents usées, etc. Oui. Donc, quelles sont vos recommandations pour avoir des dents plus blanches? Un entretien régulier. Déjà, il faut commencer par un brossage quotidien avec les brosses à dents adéquates, un dentifrice approprié, éviter la surconsommation de tout produit ou agent colorant, un contrôle régulier aussi. Chez le dentiste? Oui, il faut chaque 6 mois, ça dépend selon les besoins du patient, mais en général, c'est chaque 6 mois, 2 fois par an. Des fois plus, des fois moins, ça dépend. Surtout, il ne faut pas utiliser régulièrement des dentifrices destinés pour blanchir les dents. Parce que c'est un peu... ça va nuire aux dents. Je pense au marché, c'est les plus vendus. C'est les plus vendus. Ok, on peut utiliser un tube, 2 Oui. tubes maximum. Après, on doit utiliser un dentifrice normal. Parce que c'est rugueux. Donc, c'est comme si on a une surface rugueuse avec laquelle on frotte aux dents. D'accord. Au début, ça va les nettoyer, ça va éliminer Les tous les lisser dépôts, même. des colorants, etc. Mais après, on va frotter à la surface dentaire. L'émail dentaire, si ça s'enlève, ça ne va pas se régénérer. Oui, c'est Ouais. vrai. Donc, quels sont les produits à éviter en voyant un dentifrice? Bien sûr, sans dire Citer les de marques. marque, ouais. Oui. Mais quels sont les produits à éviter? Les ingrédients plutôt. On doit vérifier la dose de fluor. Par exemple, au sud, on doit éviter les dentifrices contenant des doses élevées du fluor. Oui. On ne doit pas donner un dentifrice normal aux enfants. Ils ont des dentifrices spéciales, ouais, avec des doses selon l'âge, par exemple. On doit surtout, comme j'ai dit, éviter les dentifrices destinés pour blanchir. Les dentifrices écrits blancheur, des dents éclatantes, etc. Non, c'est pas vraiment bien pour les dents. Donc, nous les jeunes, on a tendance à un petit peu, même beaucoup, regarder un petit peu les recettes traditionnelles et appliquer sur nos dents. Moi-même, je le fais des fois. Donc, est-ce que vous recommandez les recettes traditionnelles? Non, personnellement, je suis contre. Parce qu'un produit de blanchiment, il est bien étudié, il a subi des expériences, etc. Mais des recettes traditionnelles, c'est surtout par exemple bicarbonate plus jus de citron. C'est acide, c'est destiné pour dégraisser. On l'utilise dans la cuisine, donc on ne peut pas l'utiliser sur nos dents. Oui. Ça va nuire aux dents. Donc je suis contre toute recette traditionnelle. Quels sont les problèmes les plus fréquentés ici au sud? Est-ce que vous avez déjà travaillé au nord ou non? Non, oui, j'ai fait mes études au nord. D'accord. Et est-ce que vous avez trouvé les mêmes cas ici ou... Non. C'est pas les mêmes problèmes. Par exemple, au sud, on a moins de carrés. Mais au nord, on a plus de carrés. Parce que C'est on a dû dit à quoi? c'est dû au fluor, par exemple. On a dit que le fluor, ça cause le jaunissement des dents, mais ça rend les dents plus solides. Mais au sud, non. Ils n'ont pas trop de fluor dans les os. Donc, ils ont les dents plus sensibles. D'accord. Et est-ce que la nutrition cause des problèmes dentaires? Dans quel sens? Tels que la fragilité de l'émail et tout? Non, pas vraiment, parce que l'émail, on a dit c'est héréditaire. D'accord. Sa composition et il se forme avant la naissance et non pas après la naissance. Ok, l'alimentation trop sucrée, trop acide, etc. Et puis ça cause les caries. Parce que on a un milieu buccal qui n'est pas sain, donc la défense du corps ou de la cavité buccale, elle est affaiblie. Ce qui cause des caries, des fragilités, etc. Oui. Qu'est-ce que vous recommandez aux personnes pour avoir des dents plus saines?
Et non pas plus blanche. Plus saine, avoir une bonne hygiène de vie, c'est ça. Et une bonne... genre se brosser les dents quotidiennement. Concernant le brossage, il y a beaucoup de dentistes qui déconseillent un surbrossage aussi des dents. Parce que j'ai C'est-à-dire déjà... un surbrossage. Il y a des personnes qui brossent, à chaque fois qu'ils mangent quelque chose, ils brossent les dents. On dit que ça fragilise un petit peu la dentition. Déjà, pour se brosser après chaque repas, il faut attendre 25 minutes. Ah bon? On doit attendre la remontée du pH. Oui. On doit attendre 25 minutes avant de se brosser. Oui, après chaque repas, oui. Il ne faut pas laisser les débris des aliments longtemps. Donc, combien de fois que vous 3 recommandez? fois. 3 fois. 3 fois Après par chaque jour. repas, oui. Et éviter le grignotage pour éviter de surbrosser. D'accord. C'est le grignotage qui cause aussi les caries. Et quels sont les problèmes les plus rencontrés dans votre cabinet? Convaincre les gens qu'il faut garder leurs dents et non pas les extraire. C'est pas chaque dent qui fait mal qu'on doit extraire. Il y a beaucoup de solutions. La dernière solution, c'est l'extraction. Et c'est la plus facile, certes, mais il y a beaucoup de solutions. Il ne faut pas extraire toute dent qui fait mal. On la traite, on ne l'extrait pas. Pourquoi ça? On a dit c'est un organe, on doit conserver nos organes. Pourquoi extraire une dent? Pour aller chercher une solution pour la remplacer. D'accord. Ouais. Et quels sont les traitements que vous proposez pour ne pas extraire une dent? Il y a une multitude de solutions. Telles que Ça part d'un soin simple jusqu'à la dévitalisation de la dent. On peut aussi couronner une dent. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance d'avoir peur du dentiste. Ouais, Beaucoup. ouais. Moi-même, Et j'ai peur du surtout, dentiste. C'est tout à fait normal. Et C'est surtout tout à fait votre normal. seringue avec l'anesthésie. Donc, comment vous arrivez, surtout les enfants, vous travaillez beaucoup avec les enfants. Comment vous arrivez à un petit peu les convaincre que ça fait pas mal? Est-ce que c'est un métier facile ou difficile? Avec les enfants, c'est pas vraiment facile. Ça dépend. Il faut faire une analyse psychique de chaque enfant avant de le mettre sur le fauteuil pour voir quelle méthode on va utiliser avec cet enfant. Il y a des enfants qui comprennent. Il faut juste les expliquer. On va faire ça, ça et ça. Il y a des enfants non, qui ne comprennent pas. C'est par peur. Ils ont peur, donc ils refusent d'entendre quoi que ce soit. Donc, on doit faire d'abord une analyse psychique, ensuite une préparation psychique aussi. Pour l'enfant. Oui. Et avec les adultes? Une analyse psychique, une préparation psychique pour l'enfant aussi. Pour l'adulte plutôt. Donc, Des fois on les considère comme des enfants. C'est pour ça que j'ai dit pour les enfants. Ah bon? Oui. Des fois ils ont plus peur que les enfants. J'ai déjà vu un adulte qui pleurait, on dirait un enfant. Non. Est-ce qu'il y a une petite une anecdote dans votre 3 ans normalement d'expérience dans le domaine? Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un cas qui vous a vraiment marqué? Avec un adulte ou avec un enfant, c'est différent. Les deux. Avec un enfant, une fois j'ai reçu un patient, il avait je pense 7 ans. Il m'a d'abord demandé de lui expliquer le geste qu'on va faire et pas plus. Genre, je ne dois pas faire plus que ça. Oui. Je lui ai dit que je vais extraire une dent. J'ai extrait la dent en 2 fragments. Pour lui, j'ai le geste d'enlever la dent. La première partie, déjà, c'est ça. Tu dois t'arrêter. Il ne faut pas aller au-delà de ça. Oui. C'est bon, vous m'avez dit que vous allez extraire une seule dent, c'est bon. J'ai vu la dent dans votre main, c'est bon. Il a refusé que je termine mon acte. Oui. Il m'a fallu encore 30 minutes pour lui convaincre que on va l'enlever en 2 parties, etc. Oui. Et avec l'enfant? Avec l'enfant. Non, c'était l'enfant. Et l'adulte? L'adulte, je sais pas. Il y a le cas contraire. Des fois, on a des adultes qui vous font confiance jusqu'à dormir sur fauteuil. Ah bon? Oui. J'ai eu un patient qui ronflait pendant que je faisais mon soin. Peut-être de peur, non? Non. Ah bon? Ouais.
C'est bizarre. Donc, un dernier conseil, Madame Yasmine Stambouli. Il faut consulter à chaque fois. Il faut faire des consultations régulières. Et il faut se brosser, surtout se brosser. Correctement en plus, et pas agressivement. Il ne faut pas agresser ses dents. Ce n'est pas en brossant avec une force qu'on va nettoyer plus les dents. Non, il ne faut pas les agresser. Et comment choisir un petit peu la brosse à dents adaptée ou adéquate à une bouche? Si on n'a pas une pathologie bien précise, c'est toujours les brosses à dents médium. Pas trop dures, pas trop souples. D'accord. C'est tout. Un dernier mot? Je vous remercie pour l'invitation. Merci. C'était un plaisir. Je rappelle Sarah Yasmine Stambouli, dentiste ici à Ouargla. On vous remercie pour tous ces conseils et merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt pour une autre émission depuis la station régionale de Ouargla. Et je vous laisse avec ce groupe de El Amal. De retour de Ouargla, nous restons sur Alger et m'a rejoint pendant ce temps-là mon invité donc, qui est styliste, Yasmine Gadouche. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, merci pour l'invitation. Merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous. Et bien entendu, l'incontournable Semera. J'adore, je le dirai à chaque fois. Comment vas-tu? Très bien, ça bonjour. Va bien. Très très bien. Alhamdoulilah. Moi je suis ravie d'être avec une je vois, en fait, créatrice de mode, mais pas n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle. Hein. Depuis tout à l'heure, on a eu le temps de bien discuter, de bien rentrer dans tous les petits détails. Donc, Semera, tu nous parleras d'eux ce matin? D'une petite commune, mais pas la commune exactement, de Bir Morad Raïs. D'accord. Voilà, de Murad Raïs. De Murad Raïs. Ah, très bien. Donc, tu nous raconteras ça tout à l'heure. Pendant ce temps-là, nous allons compenser par Yasmine. Donc, Yasmine, tu es styliste de formation, mais il faut savoir qu'auparavant, tu as eu une autre vie, hein, même si tu es jeune, tu as eu une autre vie. J'ai une autre vie, j'ai fait des études en commerce, en marketing et commerce, dans une école de commerce, puis j'ai entamé une carrière dans le domaine bancaire. Donc tu étais à la banque. C'est ça, voilà. Voilà, standard. Banquière, j'aime bien. Depuis tout à l'heure, c'est mal, elle m'a tout pris de dire banquière. Idrimen, voilà. Et tout a basculé en 2019 lors de mon voyage de noces. La lune de miel. Allez, dis-nous, t'as été à Venise? Non, au Sénégal, à Dakar, à Sali. Et voilà. Donc un rêve que tu avais très jeune. Depuis très jeune, tu voulais visiter le Sénégal. Exactement. Voilà. Depuis mon jeune âge, je l'ai concrétisé. Et c'est là-bas que tout a basculé, où j'ai décidé de me lancer, où j'ai acheté tout plein de tissus, tout plein d'accessoires. Je commençais déjà à visualiser. Je me suis dit, voilà, je prends ces accessoires pour mes défilés de mode, qu'effectivement j'utilise pour mes défilés de mode. Et dès mon retour à Alger, j'ai commencé mon business plan. J'ai commencé à faire une étude de marché pour savoir si le consommateur algérien était
ouvert si le marché était ouvert à ça, et tout était bon. Donc il y a eu le Covid aussi entre-temps. Donc ma stratégie a changé. Au lieu de faire des tenues africaines complètement, j'ai fait la touche africaine. C'est-à-dire que c'est des tenues modernes. Tu as fait cette espèce de mélange. Avec une petite touche africaine, donc adressée aux femmes, aux hommes, et depuis que je suis devenue maman, aux enfants. Aux enfants. Donc tu as on va dire, pris toutes les tranches d'âge et en même temps aussi hommes et femmes. C'est ça. Très bien. C'est-à-dire quoi, la grenouillère, la touche africaine, la petite salopette. Peut-être la petite chemise. La petite chemise qui arrive bientôt, les petits shorts. Voilà. Très mignon. Donc, dis-moi, ça t'est venu comme ça d'un coup ou tu as toujours eu un penchant pour tout ce qui est artistique, dessin et Alors, tout ça? En ce qui concerne l'artistique, si on prend le dessin, je ne savais absolument pas dessiner. Donc, ça a toujours été un rêve, mais je ne savais pas du tout dessiner. Comme quoi tout ça prend, Yasmine. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, j'ai dû faire 2 formations de stylisme, une par crayon, donc apprendre la base du stylisme, et l'autre plus performante, le digital, donc fashion designer dans le digital. Donc je prends une tablette, je dessine avec mon stylet et c'est plus rapide. Donc j'ai fait ces 2 formations ici sur Alger. Donc voilà. Donc tu t'es attaquée au prêt-à-porter? Oui. Au prêt-à-porter. Tu as plusieurs défilés à ton actif? Alors pour l'instant j'en ai 4. D'accord. Nahiberk, la Koba le 5e. Elle va le faire pour Bonjour d'Algérie. Sûrement. Et c'est nous les mannequins. Là, je veux Oui. Allez, vas-y. Ça y est, on a signé un contrat. Donc, dis-nous, tu t'es intéressée à un style particulier que tu as voulu développer, plutôt classique ou plutôt sportwear? Alors, c'est les deux. C'est vraiment les deux. On peut trouver... je suis à peu près, à ce jour, à 80 articles. Donc, il y a de tout. Il y a du sportwear, il y a du classique, il y a des robes cocktails, il y a des tenues de plage, vraiment de tout. Dis-moi, est-ce que tu t'inspires un petit peu de la rue, de la société quand tu marches? Oui, vraiment, beaucoup même. Des fois, je demande, j'ai besoin aussi d'avoir le contact avec la société pour savoir exactement ce qu'ils veulent, le besoin du consommateur. Est-ce qu'il est plus penché vers ça? J'essaie de négliger personne. Donc les personnes qui veulent une tenue longue, une personne qui veut plus ou moins du court. Vraiment, j'essaie vraiment de répondre aux besoins de tout le monde. Voilà, donc tu as surtout on va dire, les gens te donnent exactement les besoins qu'ils veulent au quotidien, que ce soit pour aller travailler ou tout simplement pour les vêtements de tous les jours. C'est ça. Très bien. Alors, les commentaires sur les réseaux, si vous publiez sur les réseaux. Les commentaires, et même je reçois des messages aussi en privé. Ah, j'aimerais trop ça. Par exemple, j'avais fait une salopette pour enfants. Je reçois beaucoup de messages d'hommes disant mais on veut la salopette pour hommes. Et ça marche? Oui, ça marche. D'accord. Dis-moi, est-ce que tu as eu un petit peu des appréhensions quand tu as démarré? Je l'ai toujours. Donc oui, je doute quotidiennement. Et Dieu merci, je pense qu'heureusement, parce que c'est ce qui me stimule, me booste à essayer d'améliorer, de m'améliorer quotidiennement. Donc oui, j'ai besoin de me booster, j'ai besoin d'avoir cette appréhension où je me dis, j'ai besoin aussi du retour des gens. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce qu'il y a un commentaire à faire, positif ou négatif? Parce que s'il y a un commentaire qui est plus ou moins négatif, je pourrais m'améliorer et savoir... Voilà, donc il faut prendre tout en compte. Tout est très important. Tout est très important. Dis-moi, est-ce qu'aussi tu es obligée de suivre la mode à l'international? Complètement. Obligée. Je suis obligée. Oui. Ça, c'est complètement. Parce que vu que c'est des tenues modernes, il faut suivre aussi les tendances actuelles. Dis-moi, est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est un peu plus exigeante que les autres? Oui, la cinquantaine. À partir de la cinquantaine, oui, il demande effectivement. Pourquoi tu me regardes? J'ai pas 50 ans, j'ai 18 ans d'ailleurs. Et moi, tu me regardes? Peut-être un peu plus difficile, peut-être... parce qu'en fait, il faut savoir que les mentalités, Samira, ont changé. Oui, Samira. Yasmine.
Non, mais c'est vrai. Attends, même quand on a 50 ans, on a bien envie de s'habiller, pas obligatoirement tomber dans tout ce qui est, on va dire, un petit peu démodé ou pas cool, ou pas. Je sais pas, moi je parle de moi, là, c'est merde. Une femme, quand elle a du goût, c'est jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Et Voilà. surtout les goûts et les couleurs africaines, hein, c'est la classe. Exactement. Il faut aimer aussi les couleurs, il faut aimer les couleurs qui... Bon, C'est très coloré. Oui. C'est très coloré. Il y a aussi des trucs plus ou moins sobres pour les personnes qui veulent un peu plus de sobriété. J'essaie vraiment de répondre à... Moi, je voulais juste savoir, on te considère donc comme une entrepreneuse. Entrepreneur, pardon. Oui, on peut aussi. Hein, voilà. Donc, tu as monté une vous avez monté une start-up. C'est ça. En 2020, j'ai lancé Makeba et je suis labellisée aussi. J'ai le label start-up. Donc, ta ligne de vêtements s'appelle Makeba? Makeba. D'accord. Et pourquoi Makeba? C'est en hommage à Myriam Makeba. Myriam Makeba. La grande Myriam Makeba, qui, à mon sens, est la beauté africaine, la femme qui a battu, qui s'est donné corps et âme pour ses droits. Et je voulais aussi, au-delà de Myriam Makeba, c'est de rappeler qu'on est africain. On a des fois tendance à l'oublier. Exactement, c'est vrai. Donc c'est bien de se dire on est africain, voilà, on est africain et voilà. Et l'impact social aussi de Makeba est de promouvoir la diversité. Oui. C'est-à-dire de dire qu'on est tous et toutes belles comme on est. On a beau avoir les cheveux raides, les cheveux bouclés, être noir de peau, blanche, mettre du 46, mettre du 36, on est tous et tous. En fait, non. Si, c'est vrai, tout est je mets beau. pas de 46. En fait, je pense que tu seras d'accord avec moi, Yasmine, c'est que chaque corps, chaque physionomie a des vêtements qui vont mieux à d'autres. Bah, écoute, je vais te donner un exemple. Moi, personnellement, par exemple, les tenues traditionnelles, certaines ne me vont pas aussi bien que ça. Parce que, parce que tout simplement, je ne les remplis pas. Voilà, oui. Moi, je l'imagine beaucoup plus avec un caraco. Voilà, que par exemple avec une djibet fergane. Exactement. Je l'ai déjà essayé, je me suis regardée dans mes mains, je me suis dit non, ça ne va pas le faire. Un caraco. Voilà. On peut imaginer un caraco avec une touche africaine. J'y pense. Ça s'est jamais fait, par contre. On va toucher au traditionnel sacré, mais on peut vivre aussi avec son temps et imaginer des choses comme ça. Ça a été dessiné. Ça a été dessiné. Déjà dessiné. Ah, très bien. Alors, dès que ça sera fait, il faudra revenir, Yasmine. On va avoir l'exclusivité. Peut-être rappeler aussi que le 25 mai dernier, qui était la journée mondiale de l'Afrique. Voilà, de l'Afrique. Alors, le 25 mai, c'était la journée mondiale de l'Afrique. Et j'ai lancé une collection limitée où j'ai rendu hommage à Myriam Makeba et Nelson Mandela. Et l'Algérie aussi, parce que voilà, on est un pays africain. Il y a eu deux t-shirts brodés où c'est écrit « Ana hurra fil Jazair » avec le tracé de Myriam Makeba, avec le wax tout autour. Ah, j'imagine qu'il a dû faire fureur. Et oui. Et pour Nelson Mandela, c'est l'Algérie qui a fait de moi un homme. Voilà. C'est la phrase qu'il a dit. C'est la phrase qu'il a dit quand il est sorti de prison. Le premier pays, est venu ici. Le premier pays qui est venu, c'était l'Algérie. Parce qu'il a été formé. Et il a été très soutenu par les Algériens et par l'État. Et du coup, voilà, il a rendu hommage en disant c'est l'Algérie qui a fait de moi un homme. Et je trouvais que c'était tellement beau et je voulais rendre hommage à ces deux icônes africaines. En tout cas, Yasmine, tu le fais bien puisque tu arrives comme ça à entremêler donc deux Afriques, l'Afrique du Nord et un petit peu vers l'Afrique centrale aussi. Oui. Et tu as le wax, tu as toute une histoire, dis-moi, avec le wax. Ça, oui, c'est pour faire le lien. Qui l'a dit. Alors le wax, je te laisse. Non, vas-y. Allez, vas-y, non, vas-y, tu nous as tellement bien décrit. Parce que l'origine du wax, et tu le sais bien, c'est la Hollande. La Hollande, c'est hollandais. Oui, c'est hollandais. Donc, c'est les Hollandais qui l'ont inventé. Mais bon, ça reste aujourd'hui africain. Quand on parle wax, on pense à l'Afrique. Mais les origines du wax, effectivement, c'est hollandais. C'est hollandais. Et en fait, après, ça a été approprié par l'Afrique. Ça a été approprié à l'Afrique. Voilà. Parce que voilà, c'est les Africains qui utilisent beaucoup plus. Et voilà. Il faut dire que aussi les tenues africaines sont magnifiques, que ce soit le boubou ou autre. En fait, c'est cousu, je trouve qu'il y a une espèce de féminité moi, dans ces vêtements qui se dégagent et que j'apprécie beaucoup. Et j'imagine que tu apprécies tellement que tu as intégré comme ça le wax, des éléments de wax dans tes vêtements. C'est ça, la petite touche africaine. C'est ça. Voilà, et le wax est hollandais, parce que hollandais, figure-toi que Morad Raïs. Morad Raïs, c'était hollandais. C'est un hollandais. Ah, d'accord. Combattait pour la couronne hollandaise. Oui, je passe, c'est à moi. Attends, on va d'abord dire, écoute Yasmine, merci. Tu veux nous raconter encore quelque chose?
Dis-moi ce que tu veux que je te raconte. Je te raconterai. Peut-être un événement en perspective, un défilé. Le défilé peut-être pas pour l'instant, mais il y a la nouvelle collection qui arrive. Très bien. La nouvelle collection d'été qui arrive, il y aura 10 produits. Donc ça va toucher les femmes, les hommes et les enfants aussi. Très bien. Donc voilà, ça sera coloré, ça c'est garanti. On te souhaite bon courage et tu Mais peux où être est-ce qu'on sûr peut la retrouver peut-être aussi? Oui, où est-ce qu'on Alors, où on peut trouver un site? Voilà, me trouver, c'est Yasmine Gadou sur les réseaux et trouver Makeba surtout. C'est sur Instagram, Facebook, LinkedIn, bref, c'est sur tous les réseaux, mais surtout sur le site web. Donc c'est www.makeba-16dz.com et voilà. Ah ben super. Donc c'est Made in Algeria. Made in Algeria, il y a le e-paiement aussi depuis peu. Mentoud Bled. Eh ben Yasmine, je te propose de rester avec nous et de regarder un sujet de notre journaliste, c'est Made in Bledi. Bonne nouvelle pour les artisans. Désormais, les produits de l'artisanat traditionnel fabriqués localement pourront porter le label Artisanat d'Algérie ou encore Artisanat d'Algérie, produit région. Une initiative qui vise à préserver le patrimoine national tout en valorisant ses artisans. Déjà, on parle de label de qualité. Donc c'est un produit qui sera typiquement algérien et typiquement qui représente la culture et le savoir-faire algérien. Tout ça nous amène à peut-être pouvoir exporter nos produits vers l'étranger. Avoir le label Made in Algeria, pour nous, c'est aussi très important parce que ça nous permettra de promouvoir mieux à l'étranger, qu'on puisse reconnaître facilement et efficacement le produit artisanal algérien. Que cela soit de la céramique, de la poterie ou même encore des bougies, tous les produits artisanaux fabriqués en Algérie pourront bénéficier du label de qualité et d'authenticité si les critères de conformité préalablement établis par les autorités concernées sont respectés. Ces produits doivent déjà être de caractère traditionnel, authentiquement algérien et inspirés de l'art local. Deuxièmement, présenter un niveau de qualité par le choix de la matière première employée et le soin surtout d'exécution. Et troisièmement, avoir été exécuté manuellement ou accessoirement à l'aide de machines. Pour en bénéficier, les demandeurs doivent se rapprocher des chambres de l'artisanat et des métiers relevant de leur circonscription. Il faudrait établir un dossier qui doit comporter déjà un formulaire de la demande de délivrance du label délivré par la Chambre de l'artisanat et des métiers territorialement compétente, une copie du registre de l'artisan, de la carte plutôt professionnelle de l'artisan ou un extrait de registre de l'artisanat et des métiers, plus un cahier des charges niveau 1 de la délivrance de la marque collective Artisanat d'Algérie établi à cet effet et validé par le demandeur ou un représentant dans le cas d'une coopérative ou d'une entreprise artisanale. La durée de vie du label national Artisanat d'Algérie est de 10 ans. À la fin de la période de validité, l'artisan ne pourra plus le faire valoir. Pour le renouveler, il doit déposer une nouvelle candidature qui relève du même process qu'une candidature initiale. C'était un sujet de Yasmine Messaoudi, notre collègue de l'information. Et tout de suite, Samira va tout nous dire sur Bir Morad Raïs. Tout vous dire, non, mais dire une petite présentation. C'est-à-dire pour rappeler Bir Morad Raïs à la base. Donc Bir Morad Raïs, c'est un puits, effectivement. Et donc c'est un puits qui existait depuis, on va dire, au 18e siècle, pardon. Et c'est Hassan Pacha, en fait, qui l'a dédié, donc à, je vais dire son nom, je suis obligée de le dire, je ne peux pas le dire normalement. Vas-y. C'est Jan Johnson von Harlem. Ah ouais, oui. Voilà, qui en fait, ou encore l'appelait Jan Berber, Jan avec J-A-N, Barber, Barber, tu vas avoir une barbe certainement, sûrement. Ou Capitaine John. Voilà, grand amiral. Il a été grand amiral pendant sa carrière. Donc c'est un capitaine, donc il a gouverné un navire et une flotte. C'est quelqu'un qui a mené énormément d'expéditions. Voilà. Il les a commencé, on va dire, à partir de 1627. Il est parti
un peu partout. Il a traversé donc la Méditerranée. C'est la course. On est au 16e, enfin c'est la période ottomane, on va dire, hein, puisque les Ottomans sont restés ici pendant 3 siècles. Et donc lui a mené de nombreuses expéditions, opérations, donc la course dans la Méditerranée, et il a attaqué Reykjavik. Donc il y a eu une bataille. Et lui a remporté cette bataille avec tout ce qui va avec. Voilà. Donc il est hollandais, d'où le lien avec le wax tout à l'heure. Oui, le lien est tout fait. Voilà, donc, mais en fait, lui-même a été capturé, donc lorsque son bateau a fait naufrage, il a été capturé, il avait à peu près la quarantaine. 48 ans, presque la cinquantaine, pour rester dans le thème. Voilà, ça m'a touché. On le voit, voilà, on l'a vu il y a quelques secondes. C'est lui, il devait avoir 48 ans. Il a été donc capturé donc, par les corsaires donc, ottomans. Et bon, on le sait, c'était soit on allait en prison, soit on se convertissait donc à l'islam et on devenait on intégrait on va dire la marine ottomane algérienne. Voilà. Donc lui à la base il est arrivé ici comme ça et ensuite donc il a eu sa propre flotte. Ensuite il est allé mener des opérations. Qu'est-ce qui fait la particularité? Pourquoi donc? Oui, pourquoi? Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Donc Hassan Pacha lui rend hommage. Donc ça devient Bir Morad Raïs. C'est resté jusqu'à aujourd'hui. Toute la commune s'appelle, c'est pas que le puits. Le puits, on peut le voir, il est juste, je crois que c'est la mairie, le siège de la mairie de Belmondo. C'est pas très loin du siège de la télévision. Oui, c'est pas 2-3 kilomètres. Elle est très difficile. Ça aurait été plan, c'est qu'il serait souvent là-bas. Voilà, mais bon, c'est très joli. Le puits existe, donc on peut le voir. Déjà, la placette de Bermandray, c'est très sympathique. Il y a, donc c'est là-bas. Et donc du temps de la colonisation française, les Français ont déformé parce qu'ils n'arrivaient pas à dire Bir Morad Raïs. Ils l'ont appelé Birman. Birman Raïs. C'est resté jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc on dit soit Birman, soit on dit Bir Morad Raïs. Mais avec ça, il s'est marié. Il a eu, donc Morad Raïs a eu plusieurs conquêtes. Il s'est marié à de nombreuses reprises et l'une de ses femmes était, on va dire, elle était mauresque andalouse. Elle s'appelait Margarita. J'imagine une folle histoire d'amour avec Margarita. Ben oui, avec Margarita, il a eu des enfants et l'un de ses fils s'appelait Anthony. Anthony von Johnson est allé, il a poussé jusqu'aux États-Unis, ce qu'on appelait à l'époque le Nouveau Monde. Et donc il s'est installé aux États-Unis et il a acheté un morceau de terre dans ce qui est aujourd'hui l'actuel Brooklyn. Voilà, donc New York. Il est à New York et il se marie. On n'a pas de certitude par rapport. Des documents existent. Il y a un livre qui est sorti l'année dernière et ils en ont parlé. Donc, je crois qu'il s'est marié avec une femme noire et il a eu des difficultés par rapport à ça, à s'imposer parce qu'on sait qu'aux États-Unis il y avait des soucis par rapport à ça, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, il s'installe difficilement. Il a de nombreux procès et il est le premier fermier. On le considère africain, donc il vient d'Afrique, puisqu'il vient d'Algérie, en fait. Voilà. Et lui, en fait, on dit que Manhattan pourrait venir du nom de son nom, de Jan Johnson von Harlem, donc de son père Anthony. Lui serait un aïeul de Jackie Kennedy, donc la femme de John Kennedy, l'ancien président américain, et de Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, ouais. Non, c'est pas n'importe qui. Dans tous les cas, c'est pas n'importe qui. Jackie Kennedy l'aurait dit. Elle l'aurait dit à des généalogistes qu'elle aurait pris connaissance d'une descendance liée à Anthony. Le fils de Morad Raïs. Le fils de Morad Raïs. Voilà, il n'y a pas de certitude, mais bon, il suffirait de se pencher sur la question et de faire des recherches. En tout cas, des gens qui ont eu, on va dire voilà. le vent marin, apparemment, ils aimaient bien traverser les mers et les océans. Hein. Oui. C'est resté, ça s'est transmis de génération en génération. C'est connu de la marine algérienne. C'est connu notamment au XVIe siècle, XVIIe jusqu'au XVIIIe. On a Morad Raïs qui est allé jusqu'aux États-Unis.
Et si aujourd'hui la marine américaine existe, c'est parce qu'ils l'ont créée pour contrer justement les attaques de Morad Raïs. On rappelle que dans la course, il y a eu d'abord les pirates français, anglais, italiens, espagnols qui ont attaqué à Alger. Et c'est en riposte qu'il y a eu aussi des corsaires algériens, corsaires et non pirates, qui ont corsaires. Au départ défendu Alger et ensuite se sont lancés dans la course. Mais il y avait aussi des échanges commerciaux tout à fait normaux entre Alger et tous ces pays. Ce sont des périodes. Et on retrouve jusqu'à aujourd'hui donc des céramiques hollandaises dans les palais mauresques. Oui, et pour moi, donc il y a le bardeau. Le bardeau, on peut le voir de manière significative. Elles sont assez spécifiques puisque généralement elles sont bicolores, c'est toujours un fond blanc avec du bleu généralement. Oui, en fait il y en a de toutes les couleurs, il y a en marron, il y a en bleu. On retrouve aussi surtout dans le palais Mustapha Becha où là-bas il y a à peu près 1 demi-million de faïences, donc, où on peut voir justement les navires, tous les navires. On peut retrouver des Chebec mais aussi tous les navires avec les décorations hollandaises. Mais ça, on le rappelle, il y avait des échanges. C'est-à-dire la céramique où les carreaux de faïence étaient fabriqués à Alger, il y avait des fonds, mais aussi il y avait des échanges parce que comme jusqu'à aujourd'hui, il y avait des gens qui avaient... le commerce a toujours existé de tout temps. Il y avait des modes à l'époque. Et donc ils prenaient. Et ce qui est intéressant, c'est la diversité. Je l'ai dit, je crois, 1 demi-million au palais Mustapha Becha. Et au bardeau, il n'y en a pas 1 demi, mais il y en a des centaines. En fait, il y a des centaines de carreaux de faïence. Donc depuis toujours, en fait, il y a toujours eu cet échange, hein, Yasmine, qu'apparemment, tu es, on va dire, une descendante, et on est tous un peu comme ça, on aime en fait cette espèce de partage, aller chercher un petit peu la diversité ailleurs et la mêler avec ce que nous avons, ça s'est toujours fait de tout temps. De tout temps, effectivement. Mais l'Algérie est connue, hein. Algérie, diversité des cultures, cosmopolite, au XVIe siècle, je crois qu'il y avait toutes les nationalités qui habitaient Alger. Il y avait des Maltais, des Tunisiens, des Italiens, des Espagnols, des Français. Alors toutes les nationalités étaient là. Et on est ravis, même aujourd'hui le tourisme, ils viennent de partout. Il y a des Américains qui viennent. Voilà. Sinon, est-ce que je peux proposer un livre à lire pendant cet été ? Bien entendu. Voilà, si vous allez à la plage, si vous allez à la montagne, si vous allez au Sahara aussi. Parce qu'on peut passer ses vacances, j'arrête pas de le dire. Je pense qu'il y a que ça qui peut passer ses vacances. Non, si. Oui, voilà, c'est ce que je disais. rappelle, Tamanrasset, c'est un climat tropical, c'est la mousson et il pleut au mois d'août, c'est très très agréable. Ça doit être sympa. On évite Bork le zénith entre midi et. Oui, on fait de la lecture comme justement, on fait de la lecture pendant le zénith. Oui, par exemple, les beys d'Alger, si on veut connaître son histoire au XVIe siècle, et pourquoi pas, la saga des beys de Constantine entre 1518 et 1848, on va connaître tous ceux qui ont dirigé, gouverné la vilayette de Constantine, le beylik de Constantine. Toujours est-il que les mêmes beys venaient parfois à Alger, on les retrouvait à l'ouest, le beylik du Titri ou de l'Oranie. Voilà. Ils avaient des palais d'été aussi, c'était sympa. Des palais d'été, oui. Où on allait généralement se retirer pour faire peut-être de la lecture, écrire de la poésie, en tout cas apprécier tous les arts, j'imagine. Il y a tous les arts qui existaient, bien sûr. Oui. Alors, Yasmine, on va revenir encore à toi. Je voudrais un petit peu avoir un peu plus de détails. Dis-moi, alors, qu'est-ce que tu as comme projet ? Alors, tout à l'heure, je t'ai dit, le 5e défilé, ça y est, il est presque fait. C'est avec vous. D'accord. Samira et moi. On va le faire dans Bonjour d'Algérie, direct. Donc, tu as des projets encore en tête? Alors, oui, d'autres collections à lancer. Pourquoi pas lancer aussi une collection haute couture? Oui, toujours avec la touche africaine où on met en avant notre africanité. Donc voilà, ça reste des projets que j'aimerais bien, qui voient le jour très prochainement, pourquoi pas, cette année. Dis-moi, tu vas rester toujours sur ces couleurs un peu flashy ou tu as l'intention de... Il y aura de tout, un petit peu les couleurs flashy aussi et d'autres couleurs aussi plus sobres pour les personnes qui veulent un peu plus de... Vous imaginez une robe noire très jolie avec juste quelques couleurs de wax dans le contour du col, dans les manches peut-être. Les manches peut-être, le col, voilà. Elle a fait aussi des accessoires, parce que tout à l'heure je l'ai vu quand on était dans le salon, on attendait. J'ai vu un agenda, un book en fait. C'est un book. C'est ça, c'est un partenariat avec Dotbook. On a fait
toujours l'esprit africain. On a fait un notebook avec la petite touche africaine. Donc c'est des carnets où on peut... Donc même en accessoire, on peut retrouver... ça, il y a aussi les pochettes PC, laptop pour les personnes qui travaillent et qui ont besoin de pochettes. On fait aussi, voilà, je commence à faire aussi à m'intéresser aussi aux accessoires. Il faut savoir que moi j'ai des bijoux africains, donc ils iraient très bien avec eux. Bon voilà, écoute, quand tu voudras faire un shooting, tu sais où aller. J'en ai plein, des bijoux. Et d'ailleurs, il y a Ismaël qui est un artisan qu'on retrouve du côté de la Jamak Chawa, qui lui donc a un atelier artisanal, de la promotion, un atelier, mais c'est très sympa. Mais il fait tellement de belles choses aussi, voilà, faut promouvoir. Donc chez lui, j'achète énormément de bijoux africains. Et on pourrait mêler ça à des tenues. C'est ça, complètement. On pourra même faire un partenariat ensemble. Voilà. Il y aura toujours ça. Un label algérien. Voilà. En tout cas, Samira, merci beaucoup. Ce fut passionnant et agréable, comme d'habitude. Voilà, Birmorad Raïs, maintenant vous savez. Birmorad Raïs a l'honneur. Yasmine aussi, c'était un très très agréable moment de passer avec toi, de te découvrir, de découvrir toutes tes passions. En tout cas, bonne continuation et dès qu'il y aura quelque chose de nouveau, les portes de Bonjour d'Algérie sont ouvertes. Merci beaucoup, c'est gentil. Et les podiums. Et les podiums. Voilà, c'était votre émission Bonjour d'Algérie. On arrive à la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous dis, restez toujours sur Canal Algérie. Les programmes continuent. Merci et à bientôt. Au revoir.